Je travaille sur les questions d'intégration, de racisme, de stigmatisation des personnes de tendance africaine et caribéenne, leur intégration dans les pays d'accueil et les problèmes qu'ils vivent dans les pays d'origine, au fait. On dit souvent l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, tout est parti de là-bas. Donc, forcément, nous, on remonte peut-être plus haut, plus loin, mais forcément, je crois qu'on vient tous de l'Afrique. Que être un noir dans la société pourrait mettre notre vie en péril, en fait. Est-ce qu'il a reçu l'éducation sur le racisme? Est-ce qu'il a reçu l'éducation sur l'inclusion? Est-ce qu'il a reçu quelle éducation? Donc, il est le fruit, quelque part, de ce qui s'est construit dans la société. L'affaire Camara, je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on se prononce. Ça a un impact, n'est-ce pas, un peu sur vous tous? Mais dans le cas de Camara, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que l'affaire était vite bâclée et bouclée. Et d'après le droit civil, les 5 types de preuves qu'on connaît, on parle de la preuve écrite, on parle du témoignage, on parle d'éléments matériels, et puis on parle des preuves indirectes comme l'aveu ou la présomption. Qu'on puisse juste arriver à un vivre ensemble, arriver à ce que on ait tous les mêmes traitements, peu importe la couleur de notre peau, on ait les mêmes traitements, qu'on puisse être égaux aux yeux de tous. Alors, bienvenue à l'émission Le Cap. Et ces 3 lettres-là ensemble veulent dire beaucoup de choses, au fait. Mais ici, entre autres, ça veut dire le carrefour des affaires panafricaines. Et ce que ça représente pour nous, c'est vraiment un regroupement d'entreprises et d'organisations qui font vraiment unir leurs forces ensemble pour que leur voix porte plus fort et que vraiment ensemble, on puisse mettre toute notre énergie, notre temps, nos talents, nos connaissances, nos potentiels, nos intelligences ensemble pour pouvoir produire vraiment des choses de qualité, du contenu de qualité, pour qu'on puisse aussi faire avancer la cause, bien sûr, des afro-descendants afro-caribéens, parce qu'il y a, dans le CAP, il y a l'organisme COPAC, COPAC qui veut dire le Conseil panafricain du Québec. Et ce conseil-là, c'est vraiment encore là, parce que le CAP regroupe des entreprises, le Conseil panafricain regroupe des associations africaines. On le dit, c'est panafricain. Donc, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, Ouest, Est, toute l'Afrique est inclue dans ce panafricanisme-là. Et vraiment, c'est un regroupement des associations, c'est un regroupement des intelligences collectives de la communauté et aussi, bien sûr, des sympathisants comme moi, comme certains d'entre vous qui êtes peut-être pas directement afro-descendants parce que, bon, moi, je crois que on dit souvent l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, tout est parti de là-bas. Donc, forcément, nous, on remonte peut-être plus haut, plus loin, mais forcément, je crois qu'on vient tous de l'Afrique, juste qu'il y en a qui remontent un petit peu moins loin, puis il y en a qui doivent remonter un peu plus loin. Donc, c'est mon humble opinion. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, c'est ouvert vraiment à tous les sympathisants qui y croient et qui veulent contribuer, faire avancer la cause de l'égalité aussi des différentes origines, qu'on puisse juste arriver à un vivre ensemble, arriver à ce que on ait tous les mêmes traitements, peu importe la couleur de notre peau, on ait les mêmes traitements, qu'on puisse être égaux aux yeux de tous. L'affaire Camara, je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on se prononce entre guillemets pour dire on peut partager, échanger, dire notre opinion. Tu sais, que les gens puissent savoir comment c'est vécu par les gens, comment c'est ressenti cette histoire-là. Et bien sûr, on est de tout cœur avec la famille Camara. On leur souhaite vraiment un bon rétablissement, si on peut dire ça comme ça, de retrouver la paix et surtout qu'il y a sa femme qui est enceinte de jumeaux, donc il y a toute
ce projet-là qui s'en vient pour eux, d'avoir des enfants, de s'occuper de jumeaux, c'est pas rien. Donc, voilà un petit peu. Donc, je vous dis encore une fois, bienvenue, bonjour à vous tous. Merci d'être là. Et aujourd'hui, je reçois entre autres mon collègue Laurent Francis. Alors, on va le faire rentrer et on va pouvoir un petit peu échanger sur le vivre ensemble. On va parler peut-être un peu aussi de qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de l'histoire des Noirs. Laurent Francis est très impliqué, a travaillé très fort et merci d'ailleurs. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour Mireille, comment allez-vous cet après-midi? Oh, tu sais que tu peux me tutoyer, hein? Tu le sais, hein? Bonjour Mireille, comment tu vas ce midi? Je vais bien mon chat, et toi? Ok, je vais bien Mireille, je vais bien. Toi, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous écoutent. Ok. Bonjour, chers auditrices, auditeurs et autres. Merci de nous suivre chaque midi, mardi. Je m'appelle Laurent Francis Goumou. Je suis chercheur à l'Université Laval. Je travaille sur les questions d'intégration, de racisme, de stigmatisation des personnes d'ascendance africaine et caribéenne, leur intégration dans les pays d'accueil et les problèmes qu'ils vivent dans les pays d'origine, au fait. Donc aujourd'hui, et aussi, je suis chargé au COPAC, au Conseil panafricain du Québec. Je suis chargé des questions de diversité, d'inclusion, de racisme et aussi toutes les questions qui sont liées à la sexualité, le harcèlement, la stigmatisation des personnes des personnes d'ascendance africaine et caribéenne et bien d'autres personnes au fait aussi. Merci Mireille. Il fait soleil aujourd'hui à Québec. Oui, aujourd'hui, on va parler, par exemple, de certains points du mois de l'histoire de Noir que le COPAC doit aborder parce qu'on a une conférence le 14 février. On a aussi le challenge entrepreneurial. On a aussi la nuit des comptes. Et sans oublier l'affaire qui ébranle le Québec en ce moment, l'affaire de Monsieur Camara, et aussi quelque part aussi parce qu'il faut aussi dire que l'arrestation de l'avocat, l'arrestation de l'avocat Monsieur Kwado Yebo. Oui. Et il faut parler aussi de cette arrestation parce que c'est entré dans la foulée. Et bienvenue à vous, en fait. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous ce midi. Mireille, à vous. On va commencer un petit peu dans le cœur du sujet. Je veux t'entendre, Laurent Francis, sur la situation de M. Camara. Et j'invite les gens à bien sûr être délicats, diplomates, respectueux, mais à mettre vos commentaires, à mettre vos opinions, vos questions. Et je vais faire un petit résumé. Puis, tu sais, Laurent Francis, tu pourras aussi rajouter s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées ou que... Donc, on parle de M. Camara qui a une trentaine d'années, qui est professeur à l'université, qui étudie, je crois aussi, il fait un doctorat en ce moment. Et c'est comme, bien sûr, je ne veux pas non plus trop tout le temps comme qu'on affiche son nom, qu'on affiche son visage, parce que peut-être ça peut être comme à la longue fatigant et c'est comme si le visage qui circule, ben, il y a des gens qui peuvent encore voir ça comme en mal, voir comme si c'est encore une personne qui, tu sais, il y a un doute qui plane, est-ce que ceci, est-ce que cela, donc, mais vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait été arrêté par la police à Montréal et pour le cellulaire au volant et c'est comme un petit peu, là, presque une heure après, ce policier-là qui a arrêté M. Camara a été attaqué. On a pris son arme, on a tiré sur lui, les ambulanciers sont arrivés. M. Camara a appelé aussi la police pour dire qu'il est arrivé ça, le policier est blessé, tout ça. Et le policier aurait dit que selon lui, c'est M. Camara parce que c'est la dernière personne qui l'a arrêté. Donc, de ce qu'on comprend, puis à la lumière aussi de mes invités hier, j'avais eu Marie-Livia, une avocate, elle a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves, et elle n'est pas la seule à le dire, il n'y avait pas assez de preuves pour vraiment arrêter, pour vraiment emprisonner cet homme-là, mais c'est ce qui est arrivé. Il n'a pas fait une nuit, mais il a fait 6 nuits en prison. Et bien sûr, il a été blessé un peu. Bon,
on ne connaît pas toutes ses blessures, mais il y a des marques qu'on a vues, puisqu'il a été pris en photo à la sortie de la cour, des choses comme ça. Donc, on a vu que son visage était blessé. On a su, bien sûr, qu'ils ont saccagé son appartement. Est-ce que c'est normal ou pas? Je veux dire, à quelque part, eux, ils pensent que ce monsieur-là a attaqué un policier puis qu'il a encore l'arme. Donc, il fallait qu'il agisse rapidement. Et puis, les policiers, dans ces circonstances-là, ont tous les droits. Donc, moi, je ne veux pas nécessairement taper partout puis taper sur les policiers. Il aurait dû... Mais moi, je veux qu'on puisse échanger. Je veux qu'on puisse dire nos opinions, dire comment on a vécu ça. Parce qu'on est des êtres humains, on est fait d'émotions et ça peut éveiller des choses en nous. Et de le partager déjà là, ça nous libère un peu et ça fait baisser la pression. Et restons aussi en mode éducatif, informatif et en mode solution. Solution pour que quand ces genres de choses-là arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que société? Donc, Laurent Francis, comment toi, aux premières nouvelles que tu as su ça, le premier moment que tu as su cette situation-là, comment tu as vécu ça? Mireille, tout d'abord, merci pour la question importante. Je pense que la question est importante et aussi, il est important de clarifier, de faire une mise en contexte de la situation. Et il faut déjà relever que les rapports depuis 2018-2019, les différents rapports de police, les rapports de la session de droit de Québec, le rapport québécois sur les droits de la personne et de la jeunesse, ces différents rapports 2016, 2017, 2018, 2019, ces rapports nous démontraient déjà que, effectivement, les personnes d'ascendance africaine et caribéenne, dans leur intégration au Québec, souffrent d'un problème, des barrières telles que le racisme qui existe. Le racisme, certains ont évoqué la sémantique de racisme systémique. Et donc ça, il faut d'abord tenir compte de ces recherches-là, de ces rapports qui ont été publiés par ces études de recherche-là, ces centres de recherche sur l'immigration. Il faut tenir compte de ces statistiques, il faut tenir compte de ces références-là et se poser la question aujourd'hui que, après toutes ces références sur le racisme systémique, les barrières à l'intégration, le profilage racial, les rapports entre la police et les personnes d'ascendance africaine et caribéenne au Québec, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut rappeler aux gens que le rôle de la police dans une société, le service de police de la ville de Montréal a pour premier rôle d'assurer la protection des citoyens, d'aider les citoyens à vivre de manière sécuritaire dans la ville de Québec, dans la région de Québec. Le rôle de la police, dans la province, le rôle de la police est d'aider les citoyens, de les renseigner, de les mettre en sécurité. Et aussi, c'est en même temps, en tant que parents, les parents enseignent aussi, en tant que civisme, les parents nous enseignent à respecter l'autorité, à respecter la police et à respecter les règles des vies publiques, au fait. Et parce qu'il faut d'abord présenter la chose ainsi avant d'aborder le sujet. Il faut d'abord présenter la chose ici. On a présenté les statistiques, les rapports, le rôle de la police dans une société. Donc, pour ne pas perdre les pédales, au fait aussi. C'est vrai que, en tant que chercheur sur les questions raciales, sur les questions de stigmatisation, sur les questions d'intégration, il est important de relever que ce qui est arrivé à M. Camara, c'est un incident malheureux et choquant. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui dans le monde de la recherche, c'est que est-ce que si M. Camara aurait eu une autre couleur, est-ce qu'on l'aura attaqué? Est-ce qu'on l'aura arrêté? Est-ce que si M. Camara avait une autre couleur, est-ce qu'on l'aura attaqué? Ça, c'est la question qu'on pose. La deuxième question qu'on pose est que, est-ce que les statistiques, les rapports sur la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec sur le racisme, le profilage racial à l'égard des personnes d'ascendance africaine et caribéenne au Québec, est-ce que ces rapports mentaient? C'est la question aussi qu'il faut poser. Et maintenant, on se pose la question que lorsqu'on a eu tous ces rapports-là, qu'est-ce que la ville de Montréal a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait?
Qu'est-ce que la ville a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis? Qu'est-ce qui a été mis sur pied pour aider, pour valoriser ces vivre ensemble entre toutes ces personnes? Je pense que entre toutes ces personnes qui veulent voir le Québec émergent, un Québec émergent, un Québec de paix. Inclusif au fait aussi. Donc, c'est ça la problématique. Et pourquoi? Parce que il y a aussi ces grandes questions qu'on se pose. On connaît que nous sommes en Amérique du Nord, on est au Canada. Je suis un étudiant en doctorat. Monsieur Camara, c'est un étudiant en doctorat. On sait combien les études en doctorat coûtent cher au Canada. On sait pourquoi. On sait quel parcours et quel parcours d'excellence il faut fournir pour parvenir en doctorat ici au Canada. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la police ne s'était pas interrogée? Parce que c'est des questions à se poser aussi. Comment se fait-il que ce doctorant de Polytechnique ait pu commettre cet acte? Je me dis par moment, est-ce que la prise en parole des minorités, est-ce que au moins il a compris les policiers? Est-ce que les policiers l'ont compris? Parce qu'ici, il faut dire que nous sommes dans le questionnement. On est dans le questionnement. Nous sommes, en tant que chercheurs, nous sommes dans le questionnement parce qu'il ne faut pas stigmatiser les deux personnes. Parce que M. Camara est là pour faire la recherche pour le Canada de demain. La police est là pour assurer la sécurité des citoyens québécois et canadiens. Donc, ça veut dire qu'on a appelé à vivre ensemble. Ici, si quelqu'un a mal agi, il faut plutôt que de le punir, il faut chercher à comprendre au fait. Mais entre-temps, moi, je suis beaucoup plus particulièrement resté choqué par la non-intervention du leader du Parti libéral. Parce que vous savez, Mireille, lorsqu'il y a eu le problème à AN, on a vu le chef du Parti libéral du Québec, elle est sortie, elle a condamné les gestes des étudiants. On a vu les grands écrivains, le grand écrivain qu'on invite toujours dans la télévision, condamner la victimisation des Noirs. Mais là, on n'a pas. Où sont les partis politiques? Où sont les partis politiques j'ai pas vu les partis politiques intervenir, sortir, clarifier la situation. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a laissé les gens. Tout le monde s'est s'auto-proclamé en expert, et aussi le service de police qui aussi était sur la défensive, mais on n'a pas vu la sortie des partis politiques. Le gouvernement n'a pas assez pris ses responsabilités. Je me dis, il est où le problème aujourd'hui? Je pense que c'est un problème sociétal. Mais aujourd'hui, je pense que, ayant lu la lettre de l'avocat de M. Camara qui disait que M. Camara accepte les excuses de la police de Montréal, mais je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter là aujourd'hui. Je pense que ces deux affaires, l'arrestation de M. Yebo, aussi l'arrestation de M. Camara, qui a fait 6 jours. 6 jours, ça veut dire qu'il y a un impact psychologique sur sa vie. Il y a 6 jours, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu, quel traumatisme il a vécu à vie. 6 jours, ça veut dire que cela a eu l'impact psychologique sur ses proches, au fait aussi. Et même en tant qu'étudiant en doctorat comme moi, étudiant immigrant en doctorat au Canada, au Québec, ça veut dire que moi, j'ai eu peur. Tous ces étudiants qui sont en doctorat aujourd'hui, d'ascendance africaine et caribéenne, ont peur parce que du jour au lendemain, il était plaqué à la porte de Polytech et tout. On a peur on apporte notre apport à cette société, aux recherches du Québec. C'est grâce à nous, chercheurs, que le Québec rayonne dans le monde aujourd'hui. Et si on nous plaque la porte du jour au lendemain comme ça veut dire que nous tous, on a peur, au fait. Il y a ça. Il y a des questions même qu'il faut se remettre. Il faut se remettre en question ici. Il faut poser des questions. Mais j'ai dit, comme je le rappelle toujours, il ne faut pas poser des questions stigmatisantes. Il faut chercher plutôt des solutions, au fait. Parce que je me dis que, Simone de Beauvoir dit, on ne naît pas femme, on le devient. Et elle dit aussi, l'enfant est le père de l'homme. Cela veut dire que l'enfant, le papa de demain, ça veut dire que l'enfant qu'on a aujourd'hui, c'est le papa de demain. Ça veut dire que le papa qu'on a aujourd'hui dans une société,
il a reçu une éducation, il a une culture, il a reçu tout un ensemble d'idées préconçues que la société lui a données. Et c'est ça qui a peut-être fait le fruit du policier. C'est-à-dire, laisse-moi m'expliquer, Muriel. Ça veut dire qu'on voit seulement le policier, mais on ne sait pas que peut-être le policier, il a grandi dans quel contexte? Il a reçu quelle éducation? Il a reçu quelle éducation? Est-ce qu'il a reçu l'éducation sur le racisme? Est-ce qu'il a reçu l'éducation sur l'inclusion? Est-ce qu'il a reçu quelle éducation? Donc, il est le fruit, quelque part, de ce qui s'est construit dans la société. Peut-être il faut revoir l'éducation, l'acquisition des connaissances dans la société, dans ce sens-là. Tout à fait. Ce que tu dis, Laurent Francis, c'est très profond et c'est très vrai. Et c'est quelque chose qu'on doit se pencher en tant que société. Il faut qu'on revoie l'éducation parce qu'au fait, pour voir des vrais changements, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Mais la base, selon moi, la priorité, c'est l'éducation qu'on donne aux enfants d'aujourd'hui, aux enfants à venir. Et c'est vraiment notre espérance, notre espoir. Et moi, je crois que les choses vont aller de s'améliorant. Il faut qu'on avance la cause. Laisse-moi saluer quand même Stéphane Chouapi et puis l'entendre un petit peu. Merci vraiment, Laurent. On revient à toi, bien sûr. Alors, bonjour Stéphane, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'espère que vous allez tous bien. Salut Laurent. Salut Mireille. Salut, contente que tu sois là. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu. C'est important pour le COPAC aussi de pouvoir entendre les gens de la communauté. C'est important de pouvoir échanger. Je pense que c'est important que la société entende vos voix parce que forcément, dès qu'il y a quelqu'un de la communauté aussi qui vit quelque chose, qui est touché comme ça a un impact, n'est-ce pas, un peu sur vous tous? Mais écoute, Mireille, c'est une nouvelle qu'on a accueillie au sein de la communauté comme étant une suspicion qui apporte encore une certaine crainte que être un noir dans la société pourrait mettre notre vie en péril, en fait. Pour revenir sur l'affaire de Camara, ce que je déplore dans un premier temps, c'est que d'après le droit civique du Code civique québécois, lorsque quelqu'un est arrêté et inculpé, il va falloir apporter des preuves pour pouvoir prouver sa culpabilité. Et d'après le droit civil, les 5 types de preuves qu'on connaît, on parle de la preuve écrite, on parle du témoignage, on parle d'éléments matériels, et puis on parle des preuves indirectes comme l'aveu ou la présomption. Mais dans le cas de Camara, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que l'affaire était vite bâclée et bouclée. Donc, j'ai comme l'impression que on n'a pas pris le temps nécessaire pour mener à bien cette affaire-là. Je peux comprendre quelque part que les policiers ont eu je vais utiliser les mots entre guillemets, ce désir de venger leurs collègues. Comprenez? Donc, du coup, est-ce qu'il n'y avait pas trop d'émotions dans cette affaire? D'un autre côté, je peux comprendre qu'il y a de la légitimité des deux côtés, dans le sens où un policier a été attaqué, il va falloir vite intervenir. Mais d'un autre côté, il faut comprendre aussi qu'on est en face d'un citoyen qui n'a jamais eu de casier judiciaire, qui est un doctorant, qui mène bien sa vie, qui attend des jumeaux. Quand même, je veux dire, si on prenait du recul à bien analyser tout cela, peut-être on aurait pris le temps de regarder tous les autres paramètres. Non, c'est pas ce qui a été fait. Les autres paramètres n'ont pas été regardés. La présomption d'innocence, on est au Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Justement, à propos même de cela, au Canada, on le dit même, selon l'article 11 du paragraphe de la Charte canadienne des droits et libertés, ça stipule ceci. Toute personne inculpée pour infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie conformément à la loi lors d'une audience équitable et publique devant un tribunal. Donc, vous voyez que moi, je trouve que c'est allé trop vite, en fait. Ils sont allés trop vite en besogne. On n'a pas cherché à regarder d'autres éléments à gauche ou à droite. On s'est dit, on le tient notre coupable, c'est lui qui va payer le pot cassé. Et c'est malheureux parce que j'ai comme l'impression s'il n'y avait pas une caméra, s'il n'y avait pas cet élément de preuve qui sort de nulle part, c'est-à-dire une caméra qui aurait vu qu'il y aurait un autre suspect sur les lieux de l'agression, le gars moisirait aujourd'hui en prison.
c'est ce côté qui est déplorable et qui fait peur, en fait. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Donc, il faut comprendre que la communauté est un peu choquée et il y a cette suspicion de crainte perpétuelle, continuelle. On se pose la question, est-ce que c'est pas un profilage racial? Est-ce que c'est pas parce que on est d'une autre peau qu'on subit cela? Donc, il y a ce genre de questions qui revient continuellement. On est dans la crainte, en fait. Ouais, je comprends. Puis souvent, moi, tu sais, c'est sûr que des fois, je me dis, en tout cas, une chose est sûre, on peut déclarer qu'il y a eu une injustice ici. J'aime beaucoup le mot injustice, juste à temps qu'on arrive à des preuves, des faits et des trucs pour dire que oui, il y avait profilage racial. Mais une chose est sûre, je pense qu'on peut s'entendre qu'il y a eu injustice. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un traitement anormal parce que normalement, même dans tout, parce qu'il y a l'arrestation, mais tout le processus après, il y a eu beaucoup de bavures, il y a eu beaucoup de manquements, il y a eu beaucoup de... C'est pour ça que je dis, ça a été bâclé. Ça a été bâclé, bouclé, direct, quoi. On n'a pas voulu aller plus loin que ça. On a dit, on le tient au suspect, voilà, on va l'inculper et puis il va être le coupable. Moi, j'aimerais apporter une question, c'est que, d'abord, pour ce que les gens disent que, OK, on a vu l'article, M. Camara accepte les excuses de la police. Mais, et Laurent, je te parle à toi aussi parce que je ne crois pas que nécessairement, ça veut dire qu'il abandonne ses droits, qu'il abandonne les poursuites ou qu'il abandonne le processus de se faire justice, de rétablir la paix dans sa vie, d'aller chercher des compensations pour tout ce qu'il a vécu. Donc, et puis, à tout le monde en parle, dimanche, il devait aller. Finalement, il s'est désisté et je pense que c'est comprenable, mais c'est peut-être mieux qu'il ne sorte pas parce que des fois, c'est pas évident, là, toutes les émotions, tout ce qu'il a vécu et ça touche lui, mais comme Laurent dit, ça touche sa famille, même des gens qui sont là-bas au pays, qui devaient se demander, mais qu'est-ce qui se passe au loin comme ça? Ils se sentent impuissants. Sa femme qui attend des jumeaux, elle aurait pu perdre des enfants parce que c'est un stress assez énorme. Et c'est sûr que c'est ça, c'est de voir, et à tout le monde en parle, l'avocat qui l'a traité au code criminel, mais qui n'est plus là son avocat dans la suite, dit qu'il regarde ses options, il regarde les options. Et je crois qu'en tant que société, que le gouvernement, que les organisations, que ce soit l'IVAC, CAVAC ou ces choses-là, de soi, ils devraient aller donner compensation à cette famille-là, à ce monsieur-là. Puis c'est un minimum parce qu'on ne peut pas comme nettoyer son nom. Son nom a circulé, son visage a circulé. La photo qu'ils ont passée, il a l'air vraiment d'un criminel. Alors que quand tu le vois en vrai, quand tu vas sur sa page Facebook, c'est loin d'être le même homme, là. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais je ne sais pas, la photo que je parle, vous l'avez en tête? Oui. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut comprendre que nous sommes à l'ère du numérique et que lorsque vous êtes présumé quelqu'un de criminel, de dangereux, c'est très facile d'aller chercher des photos. Et vous savez, de nos jours, avec beaucoup d'interprétations, il suffit que vous soyez dans une posture et qu'on interprète différemment, qu'on ait un angle de vue différent. Donc, c'est très facile d'aller chercher la photo idéale qui va permettre de cataloguer cette personne, de dangereux. Rentre dans le cadre de criminel. Tout à fait, tout à fait. Et ma question, c'est, vous êtes, admettons, dans la situation de M. Camara. À l'heure J, où est-ce qu'il est rendu dans le processus, vous faites quoi? OK, il a dit qu'il accepte les excuses et je pense que c'est très honorable de sa part. Mais après ça, est-ce que vous jetez l'éponge, vous fermez la page, vous passez à autre chose? Ou vous dites que non, il faut que je me fasse justice, puis il faut que j'aille au bout de ça, non seulement pour moi, mais pour les générations à venir? Okay, alors, je vais répondre d'abord. Laurent, vas-y. Oui, par rapport à ce que vous dites, Mireille, c'est important de le dire, mais il est aussi important de souligner que être en doctorat demande beaucoup d'heures de travail et beaucoup de temps au fait. S'il veut finir son doctorat, je pense que sa première priorité pour le moment, ça sera de se replonger dans ses recherches
pour finir son doctorat. Et aussi, la question qu'on va se poser, est-ce qu'il aura les moyens d'attaquer les personnes en justice? Parce qu'il est bien beau dire, oui, je m'excuse, peut-être qu'il a réfléchi. Est-ce qu'il aura les moyens? Parce que nous sommes en Amérique du Nord, en fait, aussi, nous sommes dans une société capitaliste, ça veut dire que même l'avocat, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais les gens vont pleurer, oui, il a fait ceci. Mais est-ce que il y a des avocats qui se sont présentés à lui gratuitement pour offrir ce service-là? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Et si je me tiens, par exemple, à Afrique épistémique injustice, Miranda Frick, c'est une auteure qui parle de épistémique injustice. Elle veut démontrer que généralement, dans une société donnée, les gens qui détiennent le pouvoir font semblant d'entendre le discours des minorités, mais à la fin, c'est eux qui prennent des décisions au fait. Et la question que je me pose en tant que chercheur est de savoir de quel côté est M. Camara aujourd'hui. Est-ce qu'il est du côté de ceux qui détiennent le pouvoir? Est-ce qu'il est du côté de ceux qui de la minorité? Parce qu'il est du côté de la minorité, il est vrai que le pouvoir en place va bien se charger d'embellir, d'être compatissant, de faire ce qu'on appelle du marketing politique. OK, on sera compatissant, on veut l'idée, mais après, quelle serait la décision? Est-ce qu'on va continuer comme si de rien n'était? C'est ça la véritable question. Et si on revient aussi à l'œuvre de Foucault, si on revient aussi à l'œuvre de Michel Foucault, là où il parle de surveiller et punir. Et Foucault nous dit que c'est celui qui détient le pouvoir au sein d'une société qui détient la marche à suivre. Donc ça veut dire que, et généralement, lorsqu'une personne détient le pouvoir dans une société, ces personnes-là cherchent toujours à mettre des gens dans des boîtes, dans des normes, à les normaliser, à les façonner à leur image. Et lorsque vous êtes une minorité, vous êtes obligé d'entrer dans cette boîte. Ça veut dire que c'est tout simplement, est-ce que les minorités, est-ce que les communautés, les personnes d'ascendance africaine et caribéenne qui crient à l'injustice aujourd'hui, parce que c'est plus eux qu'on a vu aujourd'hui crier à l'injustice, est-ce qu'ils ont le pouvoir de changer les choses? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de changer les choses? Parce qu'on a vu quelques politiciens venir faire, je ne veux pas les prêter d'intention, mais on a vu une sorte de campagne. Oui, on va faire cela. Chaque personne va te dire, oui, j'ai une petite fille africaine, j'ai une amie noire d'ascendance africaine, donc ça veut dire que je comprends vos problématiques. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est que on veut des solutions concrètes. On veut par exemple que le service de police de Montréal s'assure d'avoir une caméra pendant ses contrôles. On veut voir de la diversité. On veut voir des personnes de la diversité et des personnes d'ascendance africaine et caribéenne dans les fonctions, dans ce service de police. Au niveau de l'éthique, on veut qu'on mette aussi des personnes d'ascendance africaine et caribéenne compétentes dans ce service de police de Montréal, au fait aussi. Okay. Qu'on cesse de jouer, qu'on cesse de tourner en rond, au fait. Et que les personnes qui ont créé l'injustice soient véritablement sanctionnées. Ouais, c'est la décision sans toutefois. Ça veut dire que, comme il y a une personne minoritaire, comme le dit Miranda Frick, ça veut dire que on ne tient pas compte de son discours. C'est pour cela que je me dis, lorsque le monsieur était arrêté, il s'est présenté, je m'appelle monsieur tel, je fais tel, je suis tel. Mais comme il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et il avait la mauvaise couleur, qui est due à l'éducation, déjà il faut le rappeler, qui est due à l'éducation, aux idées préreçues, aux stéréotypes, ça fait en sorte que le monsieur, comme les minorités, son opinion, son droit à la parole n'a pas été pris en compte, au fait. La machine l'a écrasé. Et moi, je me dis, imaginez les gens qui sont sans voix. Parce que là, on a fait un doctorat, peut-être que la famille a bousculé fort. On avait fait un avocat, M. Yebo. C'était des privilégiés, entre guillemets. Mais que dire alors de ces histoires, de ces gens qui ne sont pas des intellectuels, qui n'ont personne dans la société, qui se font écraser? Laurent,
si tu permets, j'aimerais entendre Stéphane sur un peu lui, qu'est-ce qu'il pense de est-ce que M. Camara doit aller chercher ses droits, doit se faire justice, doit aller aller chercher au moins les compensations normales que n'importe qui aurait le droit. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Mais pour répondre à cette question, judicieusement posée, Mireille, je ne répondrai pas pour M. Camara. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que si jamais un cas pareil m'arrivait, déjà, il faudrait que je sois dans les circonstances pour savoir comment est-ce que je réagirais. Parce que tant qu'on n'est pas dans les circonstances, on ne peut pas vraiment, de manière avisée, prévoir l'attitude qu'on va adopter. Mais pour être beaucoup plus, comment avait dit ça, logique dans de tels cas de figure, je pense que une sanction doit être faite dans la mesure où il n'est pas normal dans cette injustice qu'une personne soit, entre guillemets, enfermée pendant 6 jours et qu'à la sortie de là, on lui dit tout simplement, désolé, c'est une erreur sur la personne, vous pouvez rentrer chez vous. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Surtout que nous sommes dans une société où, même en politique, bien que ce soit en politique, même en politique, les hommes politiques se font taper sur les mains lorsqu'ils agissent mal, lorsqu'ils prennent de mauvaises décisions. Donc là, il y a quelqu'un qui a pris une mauvaise décision et il doit se faire taper sur les doigts. Pour moi, il n'y a rien à faire. OK. Et j'ai une question par rapport à, et j'ai vu passer ça sur Facebook, je l'ai vu aussi dans un post que Laurent avait mis, je me rappelle pas qui avait signé ce truc-là, mais ça disait une pétition? Non, il y a la pétition, mais ça disait que c'est aussi ça le racisme, du fait qu'il y avait eu l'homme blanc à Québec le soir de l'Halloween qui avait avec un samouraï tué 2 personnes et qui avait blessé 5. On ne connaît pas l'identité de la personne, on ne connaît pas son nom. Dans le post, ça disait aussi que les infirmières qui ont contribué à la mort de Joyce et Chacan, on ne connaît toujours pas leur nom, ils sont protégés. Dans l'affaire de M. Camara, ils ont M. Camara, ils l'ont avec lui, là. Ils l'ont en prison. Est-ce que c'est justifié de mettre son nom partout et sa photo alors que c'est pas comme s'il est en liberté puis qu'on fait un appel à tous pour dire aidez-nous à le retrouver? Vas-y, Laurent. Je me tiens toujours au rapport 2019 le rapport des droits de la personne et de la jeunesse du Québec qui a évidemment démontré qu'il y avait un profilage racial assez élevé vis-à-vis des personnes d'ascendance africaine et caribéenne par rapport à d'autres personnes au Québec. Donc, ce qui veut dire ce qui voudrait dire que, et aussi, ces personnes vivaient plus, ils avaient beaucoup plus des barrières et des problèmes dans leur environnement de travail, dans leur accès aux soins de santé par rapport à d'autres personnes. Ce qui voudrait dire que Madame Joyce, paix à son âme, fait partie de cette minorité, de ces personnes-là. Ce qui voudrait dire aussi que le monsieur au sabre, il fait partie de ce que Foucault appelle ce qui détient le pouvoir dans une société. Ce qui veut dire que ça veut dire que ce que Foucault a dit que on veut chercher à normaliser les gens. Ça veut dire qu'il y a tout un système, un mécanisme qui est mis sur pied pour protéger ceux qui font partie des dieux, je vais dire. Donc, ce n'est pas visible, mais c'est là. Ça veut dire qu'automatiquement, on cherche à protéger. On cherche à protéger ceux qui sont du bon côté ceux qui ont la bonne couleur. On cherche à les protéger, mais on nous sert un autre discours, en fait. On nous sert un discours d'inclusion, donc d'égalité, d'équité. Mais lorsqu'il s'agit des gens qui détiennent le pouvoir dans la société, le pouvoir n'existe plus, le droit n'existe plus, en fait, parce qu'il faut d'abord les protéger. Et maintenant, il faut voir donc maintenant avec ce que Miranda Frick appelle la minorité. Joyce, paix à son âme, faisait partie de la minorité. Monsieur Camara fait partie de la minorité. L'avocat Monsieur Yebo fait partie de la minorité. Et dans cette minorité-là, si la minorité n'a pas le pouvoir au sein de la société, elle ne peut pas combattre ces mécanismes bien ancrés, bien enracinés dans la société.
Donc, c'est pour cela que je reviens toujours à l'éducation. L'éducation sur l'inclusion, l'éducation sur le racisme systémique, parce que c'est aussi important, ça aurait été important que le gouvernement en place reconnaisse le racisme systémique. Mais les ministres Carmel et la nouvelle ministre de l'immigration, ils ont balayé, et la CAP, ils ont dit, c'est un problème de sémantique. Non, il ne faut pas tenir compte de sémantique, il faut aller aux solutions. Mais en tant que chercheur, on pose la question de savoir, Mireille, tu as des enfants à la maison, ça veut dire que quand un enfant apporte un sujet, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Il faut lire et relire les sujets, souligner les mots-clés, les définir, chercher à savoir si l'enfant a compris avant de poser le problème. Cela voudrait dire que si dans la société, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que le racisme systémique, la définition du racisme systémique, ça veut dire inégalité à l'accès aux soins, inégalité à l'emploi, inégalité dans toutes les sphères de la société. Il faut expliquer ça aux gens parce qu'ils ne comprennent pas et poser le problème. Pourquoi est-ce que cela arrive au fait? Parce que si on ne définit pas d'abord les mots-clés, si on ne cherche pas à comprendre, à définir le contexte, on ne peut pas. C'est comme si tu demandes à un enfant de faire un sujet de rédaction, les femmes au Québec, et subitement, l'enfant commence à dire, comme la ministre de l'Immigration et monsieur le secrétaire aux services sociaux de santé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et aussi à la carte, ils ont dit, non, leur problème n'est pas la sémantique, ils vont apporter des solutions. Mais attendez, imagine un peu des féministes, parce que moi je suis féministe, afro-féministe surtout, dire oui, on va directement vous apporter des solutions, mais sans expliquer qu'est-ce que l'afroféminisme, qu'est-ce que les féministes réclament au fait. C'est ça. Okay. Laurent, comme le temps file vite, je voudrais entendre Stéphane. Merci beaucoup pour tout ce que tu apportes ton contenu. Puis je pense qu'on doit faire, les mardis, c'est les vivre ensemble. Donc, on est ensemble tous les mardis. Puis on va continuer à bâtir, à creuser dans ces sujets-là. Puis je suis sûre que ça va apporter une différence. À force d'en parler, ça ouvre les consciences aussi. Stéphane, est-ce que pour toi, le geste de publier son nom, de publier son visage, et je le rappelle que tu as une chaîne YouTube et qu'on pourra mettre les liens en commentaire qui s'appelle Immigration et Entrepreneuriat, qui est très efficace et très pertinente. Et donc, vraiment, je veux t'entendre. Est-ce que pour toi, dans cette façon d'agir-là, est-ce que c'était calculé? Est-ce qu'ils n'ont juste pas pensé? Ils l'ont fait dans quel but? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça rentre un petit peu dans cette intimidation-là, dans ce profilage racial-là? Écoutez, à cela, il peut y avoir plusieurs interprétations. Mais d'après ce que Laurent a dit, quelque part, on pourrait être amené à se poser des questions. Pourquoi est-ce que pour des cas similaires, jusqu'à présent, on ne connaît pas les noms des personnes qui ont commis des actes odieux, et pour ce cas-là, aussitôt on a affiché le nom? Où est passé dans la présomption dont on nous parle au quotidien? Cette présomption d'innocence que tu es arrêté, tant qu'il n'y a pas de preuve contre toi, on n'est pas supposé divulguer tes informations. Où est donc passée cette présomption? Donc, quelque part, ça laisse penser, ça laisse interpréter que le racisme systémique est toujours là, que c'est toujours là. Et comme disait Laurent tantôt, peut-être que les gens ne le savent pas, peut-être qu'ils ne le définissent pas encore bien, peut-être faudrait qu'on le définisse pour que les gens soient conscients de ça, en fait. Parce que si on ne comprend pas déjà ce que c'est que le racisme systémique, on va toujours agir comme quelqu'un qui n'est pas raciste, mais pourtant on l'est au fond. On s'en rend même pas compte. Tout simplement peut-être parce qu'on n'a pas la bonne définition de ce que c'est que être dans une société dont on fait face au racisme systémique. Ouais, je vois. Oui, vas-y, tu veux. Donc, moi, pour revenir dans la question, c'est troublant. C'est troublant, d'un côté, de voir Camara afficher, comme avait dit ça, vilipendé sur la place publique. Et d'un autre côté, jusqu'à présent, des personnes qui ont commis des actes odieux dont je ne connais pas l'identité. Ouais. C'est troublant. Exactement. Exactement. Puis, moi, en tout cas, c'est sûr que je ne peux pas être neutre, même si on doit rester
on doit rester, je ne sais pas comment le dire, mais on doit essayer de rester positif, on doit essayer de rester dans le vivre ensemble, on doit essayer de rester positif, mais je pense qu'il faut également nommer les choses. Il faut également comme faire que la société puisse porter attention autrement parce que vous savez, Laurent et Stéphane, les gens, et c'est pas pour les dénigrer, mais sont juste habitués à manger de la purée de bébé de TVA et ses consoeurs et ses confrères. Donc, ce qui fait qu'eux autres, ils courent dans la vie, ils viennent, ils s'assoient, ils bouffent quelques infos un petit peu bonbons à la émotionnelle, sensationnelle, puis eux, c'est ce que leur cerveau gobe, et puis ils vont avec ça. Et je dis ça parce que je veux éveiller vos consciences, tout le monde qui nous écoutez. C'est facile d'être pris dans cet engrenage-là. Et honnêtement, tu sais, on nomme TVA, mais les TVA de ce monde-là, là, quand tu regardes ça, là, il y a des personnes, là, Stéphane et Laurent, là, qui sont là comme des animateurs, des télé... Comme, comment on les appelle, là, ceux qui font... ils sont à la une, là. C'est eux qui parlent, là, les annonciateurs. Écoute, il y en a là-dedans, là, qu'ils sont là depuis que moi, je suis petite. J'ai 39 ans, là. Je viens juste d'avoir 39 ans. Puis à 12 ans, c'était eux, là. Les Pierre Bruno, là, puis tout ça, là. Donc, il y a un lien de confiance avec la population québécoise, blanche ou ceux qui sont là depuis, qui voient toujours ces personnages-là. Il y a comme un lien. Ils peuvent leur faire passer n'importe quoi. Tout à fait. Mireille, je n'ai pas de problème avec ces journalistes. Ils sont là pour le scoop, ils sont là pour faire rouler la machine à vidéo, bien la chaîne, etc. J'ai rien contre eux. Mais seulement, il faudrait qu'à un moment donné, la population se pose des vraies questions. Que la population cherche à aller vers des vraies sources. Et aujourd'hui, avec la démocratisation d'Internet, tout le monde peut aller à l'information, à la source de l'information. Ça peut être ton voisin. Des exemples de ça peut être ton voisin. Tu peux déjà aller causer avec ton voisin qui est noir pour mieux comprendre ce qu'il vit au quotidien. Ou encore, tu peux aller vers des chaînes YouTube qui n'ont plus rien à voir avec la télé traditionnelle, qui est TVA, qui est, je sais pas, LCN. Tu vas vers des chaînes YouTube. Il y a beaucoup de jeunes Québécois que je suis qui dénoncent ce qui se passe au Québec, qui dénoncent ce qui se passe au Canada et qui n'a rien à voir avec TVA. Et parfois, moi, je m'en vais vers ces chaînes, outre que d'écouter les chaînes traditionnelles qui nous racontent souvent de n'importe quoi en longueur de journée. Tu comprends? Donc, à un moment donné, il va falloir aller vers la source de l'information. Il faut arrêter d'être dupe et puis de se faire raconter n'importe quoi. Tu comprends? Et d'avaler n'importe quoi. Exactement. Puis, j'ai partagé, Laurent, je vais te laisser réagir après, mais j'ai pas partagé beaucoup de choses sur mon Facebook sur M. Camara parce que je trouvais qu'il y en avait déjà beaucoup puis que ça saoule tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que ça saoule tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si on pense à M. Camara, peut-être que pour l'aider en ce moment, c'est d'essayer d'éviter de trop partager tout ça parce que plus que du monde qui va voir ce visage-là puis l'associer à un criminel, c'est un petit peu peine perdue. Excuse-moi, Mireille. Oui. Je ne suis pas d'accord avec toi. OK. Je suis plus pour le partage, mais avec une bonne description. Oui, je suis plus pour le partage avec une manière de raconter la vérité, différente de ce qui est écrit dans les médias. Oui, mais là, il ne faudra pas associer à un criminel. Je suis d'accord, mais c'est quand même un couteau à double tranchant du fait qu'il y a bien des gens, ils ne vont même pas lire ton descriptif, ils vont juste « Ah, OK ». Ils vont juste associer... Ouais, lui, il a fait ceci. Mais je comprends, il faut qu'on puisse informer adéquatement et prendre le temps de faire ces choses-là. Et je ne suis pas contre le partage, je vais partager. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, cette histoire-là a tellement comme frappé, c'est venu de nulle part, ça a frappé comme ça. Je me suis dit, je vais me poser, je vais laisser voir un peu où est-ce que ça va aller. Puis après ça, on va en savoir un peu plus. Et j'ai partagé une chose parce que j'étais vraiment... honteuse de ça, puis j'étais vraiment comme triste de ça, puis choquée, là, vraiment. Et je me dis, il faut qu'on se revoie, là, en tant que peuple, en tant que communauté ici, là, puis je parle de tout le monde, on doit vraiment se revoir, là. On doit faire des choses professionnelles, on doit faire des choses avec du sens. Et la vidéo que j'ai partagée,
c'est comme deux journalistes. Et puis, il y a un journaliste qui parle de M. Camara d'un air moqueur. Est-ce que c'est nécessaire d'aller là? Toi, tu es là pour relater des faits. Est-ce que tu es là pour te moquer? Et ça m'a vraiment, vraiment dégoûté. Et ça m'a vraiment dérangé. Ceux qui vont vouloir voir ça, allez sur mon profil Mireille Odette Facebook et il dit carrément, comme genre, M. Camara a plaidé, a dit en cours, mais je dois sortir parce que je dois donner un cours mercredi. Et puis là, le journaliste de se moquer pour dire « je pense que de toute façon, ça va prendre un bon bout, peut-être même tu n'enseigneras plus jamais de ta vie. » Je trouve ça grave. Ouais. Ce journaliste-là devrait être rencontré, devrait être puni, là. Il devrait avoir une sentence. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer lorsqu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec la normalité, il faut dénoncer. C'est tout. Oui. Je pense que nous vivons dans un pays de droit, d'égalité, d'équité. Et on vit aussi dans un pays où il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression, la liberté de dire ce qu'on veut, mais sans pour autant, ça revient encore, quand M. Croudot disait, la liberté d'expression, mais sans pour autant, c'est pas pour autant que quelqu'un va déclarer dans une salle de cinéma à la bombe. C'est ça aussi le problème, la liberté d'expression. Donc, ça veut dire que ici, on parlait des médias, de la communication aujourd'hui. Je veux dire, le rôle de la communication, de l'information revient au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est censé nous donner la bonne information et la bonne position. C'est le gouvernement qui est censé protéger ses citoyens. Cela voudrait dire que j'ai l'impression que ça tire un peu de partout. Ça tire un peu de partout dans les médias traditionnels, dans les réseaux sociaux. Je pense que avec la liberté d'expression, malgré la liberté d'expression, le gouvernement gagnerait à jouer son rôle régalien et aussi de donner la bonne information. C'est parce qu'il y a un laisser-aller où tout le monde s'est permis de donner des informations. C'est aussi parce que certains se sentent étouffés, parce qu'ils connaissent la vérité. C'est pour cela qu'ils sont versés dans les réseaux sociaux pour dire la vérité. Parce qu'on va devoir... En fait, c'est pour vous quitter. Laurent peut continuer. C'est que oui, c'est ce que je pensais. J'avais l'impression que ça, tu dois y aller. Mais merci, Au revoir.